Bonjour, je suis Vincent Taloche et je vais vous expliquer comment on passe d'un mécanicien auto à un entrepreneur du rire. Super, merci pour l'intro. Bienvenue Vincent. Mais merci pour l'invitation. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Bienvenue sur le plateau du Cercle de Wallonie. On y est déjà bien. Hein. Je trouve, on c'est y est joli, bien. on est bien reçu, j'aime bien. Oui, c'est sympa. Bien Écoute, fait de venir. voilà. Alors Vincent, on va parler de ton parcours, on va parler de ta vie d'entrepreneur en fait. Mais avant tout, tradition oblige, on va te poser la question de l'épisode du Cercle de Wallonie. C'est finalement pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Parce que je ne pensais même pas un jour pouvoir vivre de ce métier. Et donc le matin, ou parfois les nuits ont été très courtes, j'ai jamais un problème pour me lever parce que je suis un passionné et j'ai la chance de vivre d'un truc qui est génial, c'est de faire rire les autres. Puis je dis toujours, c'est quand même pas beaucoup de métiers où quand tu as fini de travailler, on t'applaudit. Et donc, voilà, je n'ai pas de problème de motivation pour me lever le matin. Mais c'est vrai que tout est lié à ma passion du rire qui est devenue effectivement mon activité principale à tous les niveaux. Activité principale, donc en quelques mots, c'est quoi ton métier? Alors, je n'ai plus qu'un seul métier. Je n'ai plus qu'un seul métier. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été humoriste, on va dire comédien, comique, on appelle ça comme on veut. C'était un métier qui prend beaucoup de temps. Et maintenant, j'ai plusieurs casquettes. Puis j'ai créé une société de production de spectacles, j'ai créé un festival du rire, j'ai créé une fédération. Mais chaque fois, il y a un point commun avec toutes ces activités, c'est le rire. Et jamais je ne me suis, et volontairement d'ailleurs, j'ai jamais voulu diversifier trop mes activités. On m'a proposé d'organiser parfois des trucs liés à la chanson, quoi. Mais voilà, j'ai une expertise, c'est l'humour. Oui, il y avait même le cinéma à un moment donné. Hein. On en a fait un petit peu. Alors ça, par contre, je ne cracherai jamais là-dessus parce que c'est une sorte de rêve un peu caché. Pas de frustration par rapport à certains de mes camarades. Pas de frustration, mais j'ai eu quelques petites expériences au cinéma. Mais je trouve ça passionnant. Il n'est pas exclu qu'un jour, je me dis cette année, je vais faire un court-métrage ou quoi. Ça fait partie de des petits rêves que j'ai encore à réaliser. Ouais. Tu vas nous en dire plus ou justement. Peut-être que ce sera mon jardin secret. D'accord. Tu garderas secret ce que tu veux garder secret, mais j'arriverai. Oui, j'ai les moyens de te faire parler. Tu as des dossiers sur moi, c'est ça. Voilà. Dis, donc, je disais, on va parler de ton parcours, de comment tout ça a commencé, mais on va parler de ta vie d'avant. En fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en effet, à la base, tu as une formation de mécanicien automobile. Donc, tu as eu une vie professionnelle autre que l'humour avant. C'était quoi tout ça? En fait, c'est vrai que de toute façon, quand je dis je dis toujours le seul diplôme et c'est vrai, le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie, et je l'ai eu de façon douteuse, j'avoue, c'est mécanicien auto, et souvent on ne me croit pas. Voire même des anecdotes rigolotes, c'est que souvent des gens viennent vers moi en me disant « Mon fils, ma fille aimerait bien se lancer dans l'humour, qu'est-ce que vous conseillez ?» Et toujours très sérieusement, je dis « Il doit faire des études de mécanique auto. » Et je vois vraiment les gens, quel rapport. Parce que voilà, non, pourquoi? Parce que petit, on ne vient pas du tout d'une famille d'artistes, papa gendarme, maman couturière, grande famille, nombreuse, pas un artiste, même pas un vieillon guitariste, rien. Et donc, on n'a pas l'ambition de devenir artiste comme ça, en tout cas, c'était pas mon... Et j'avais un oncle qui était menuisier, j'ai fait des études de menuiserie de 3 ans, puis je me suis dit, tiens, je m'emmerde. Et puis, j'aimais bien travailler sur les petites motos, etc. Donc, quitte à faire quelque chose, j'ai fait mécanique. Mais je ne sais pas pourquoi, je savais que je ne ferais pas ça comme métier. Et puis, voilà, il se fait qu'à un moment donné, on a un grand frère, parce que celui qui sur scène avec moi faisait des spectacles en amateur. Et j'ai eu une révélation, j'exagère, mais je me suis dit, ça doit être génial de pouvoir faire ce métier. Donc, on a bifurqué, mais ouais, ça m'est un peu tombé dessus. Mon frère était instituteur, moi mécanicien auto. Et on finit saltimbanque sur les scènes depuis 30 ans, quoi. C'est un peu le hasard aussi, ouais. Et l'envie, hein, c'est-à-dire que c'est comme pour tout, hein, il faut avoir envie pour toutes les entreprises, pour tous les projets. Donc, on a eu profondément envie un jour de faire ce métier et on a réussi. Et très, très beau métier, très belle aventure entrepreneuriale, puisque dès le début, c'est l'aventure entrepreneuriale. Tu fais un premier duo avec un autre Bruno, avec Bruno Crutzen. C'est votre premier duo, vous vous appeliez? Ah, ça c'était... Comme quoi, dans l'entreprise, s'il y avait un prof de marketing ici, il serait mort de rire. Notre notre nom de duo, pardon, c'était Crouton et Counuche. Ça fait rire peut-être. Ça faisait un petit... Et alors, en fait, on n'a rien inventé. On nous a dit c'est nul. Mais non, en fait, parce qu'adolescent, on avait des surnoms. Il s'appelait, je dis il s'appelait parce que malheureusement, mon camarade est décédé, mais Bruno Crutzen, on l'appelait Crouton.
Et moi, mon vrai nom, c'est Vincent Counard et on m'appelait Counuche. Alors, c'est pas malin, mais donc, en fait, personne n'arrivait à prononcer notre nom de duo. Et c'est le début du début. On a 20 ans, hein, et on s'est dit, bah, déjà, de trouver un bon nom, c'est comme à mon avis une entreprise ou une marque, hein, c'est avec le recul. Je me suis dit, mais on n'était déjà pas doué. Mais très vite, on s'est dit, on n'a pas choisi un bon nom parce que personne ne sait le retenir ni le prononcer. Et donc, voilà. Alors que les frères Taloche, ça retient. Et ça, mon frère a trouvé. Sans le savoir, il a eu un bon nom marketing. Et quand on nous demande l'origine du nom Taloche, j'ai jamais une belle histoire à raconter. Parce que mon frère m'a dit, je faisais du solo, parce qu'il a commencé seul. Il fallait un nom de scène, c'est mieux. Et c'était la grande époque de gloire de Coluche. Les années 80, on était fans, et moi aussi d'ailleurs, de Coluche. Et il a dit, Coluche, c'est quand même un nom qui claque, quoi. Et il a cherché et il est tombé sur le nom de Taloche. Et c'est vrai que les gens retiennent le nom. Alors, il y a le double sens, est-ce que c'est une taloche, une gifle, etc. Et voilà. Donc, comme quoi, dès le début du duo, oui, il y avait une idée d'entreprise, puisqu'on était deux, et une vraie volonté de faire quelque chose, oui. Donc d'entreprendre. Oui, et déjà, première comparaison avec l'entreprise, bah, le marketing, Oui. le nom, tous ceux qui veulent choisir un nom, oui, oui. Bah, Eddie Mitchell, pour citer pour les plus anciens, son vrai nom, c'est Claude Moine. Je pense qu'indirectement, il s'est dit pour un rocker, et voici Claude Mann, Johnny Hallyday et Jean-Philippe Smets. Donc je pense que déjà eux avaient une vue entrepreneuriale de leur carrière, déjà de changer de nom. Ça, c'est clair. Et alors, deuxième aléa de la vie entrepreneuriale, c'est qu'à un moment donné, bah, ton cofondateur, l'autre membre de ton duo, bah, voilà, c'est vraiment ça, cofondateur du projet du duo, Crouton et Counuche, j'ai réussi. Ah, merci. Te dit, bah voilà, moi j'arrête l'aventure là. Oui. Donc le cofondateur quitte le navire, l'entreprise s'arrête. Oui. Et là. C'est chouette ce que tu dis parce que c'est vrai que maintenant que tu dis, c'est exactement ça. Mais à l'époque, j'ai 20 ans, je n'avais pas de notion de ce que c'est l'entreprise, même si je le faisais sans le faire exprès. Oui, bah, c'est vraiment comme si dans n'importe quelle société qui vient de se créer rapidement, un petit succès d'estime en tout cas, et qu'un cofondateur dit « moi j'arrête ben », l'autre se retrouve planté. Alors il n'y a jamais eu de dispute entre nous. En fait, c'était, et ça répond aussi à l'idée du chef d'entreprise, un peu cette histoire, c'est que mon pote me dit, voilà, on vient de gagner 2-3 concours, on est tous les deux encore étudiants, je vis chez mes parents, et il me dit, écoute, il faut que je te parle. Oula. Il dit, voilà, moi je vais arrêter. Mais pourquoi ? Il dit, écoute, moi je fais ça un peu en dilettante, comme si je faisais un sport, ça m'amuse, voilà, mais toi tu as des yeux de fou. Il me disait, mais toi, je te connais, tu es un mordu. Mais je dis, ouais, j'ai pris goût. Il me dit, ouais, mais je vais être un boulet pour toi. Et il m'a dit, moi je vais arrêter, mais voilà. Et je dis toujours, il a mal tourné parce qu'il est devenu assureur. Moi, je suis passé saltimbanque, il est devenu assureur. Et en fait, et c'est dingue, parce qu'on se retrouve comme dans une entreprise, les cofondateurs se cassent. Bon, il n'y avait pas d'histoire d'argent, ça restait amical, il n'y avait pas un bal dans toute cette histoire. Mais je me retrouve à me dire, qu'est-ce que je fais avec ma petite entreprise qui vient de naître ? Et ça peut faire sourire, et parfois, pareil, on ne me croit pas, mais le duo des frères, c'est pas automatiquement, ah ben oui, c'est évident. Et je te jure que c'est vrai, j'ai dit à mon frère, il y a Crouton qui arrête, il faut que je trouve un autre duo. Alors, je terminais mes études, mon frère était instituteur et faisait taloche solo tous les week-ends, mais ça marchait bien, et il a cherché pour moi un partenaire. Ça veut dire qu'il cherchait, et on se dit, mais qui je pourrais prendre ? Et un jour, avec mon camarade, on fait la première partie de François Pirette, et François Pirette, il me dit, mais t'es pas le frère de Taloche, toi ? Si. Et quand je lui dis, il ne se rappelle plus, on est toujours potes depuis toutes ces années, il me dit, mais putain, avec la gueule que vous avez, faites un truc à deux, quoi, tu vois. Et il avait dit comme ça, lui, c'était une évidence. Et puis un jour, on ne trouve pas, je suis chez moi, je décroche un téléphone fixe, hein. On est en 1991, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Je dis, putain, génial. Et je le connais, il me dit, ouais. Ah, super. Je le connais bien. Oui, tu le connais super bien. Il me dit, il est beau, intelligent, drôle, c'est moi. Et je dis, comment ? Parce qu'il ne m'avait jamais dit. Et il m'a dit, écoute, il avait sa petite entreprise. Il dit, on va faire un truc tous les deux. Je pense qu'il y a quelque chose. Mais, je garde mon unité. Je ferai mes tournées, etc. On verra. Je dis, OK, etc. On crée une nouvelle entreprise, un nouveau duo. On cherche un nom. Et Taloche, etc. Et on a retrouvé il n'y a pas longtemps l'affiche, en noir et blanc, parce qu'on n'avait pas le budget pour la couleur. C'était une paire de taloches.
D'abord, cette affiche qui n'était pas très visible, c'était une paire de Taloches, et les gens d'eux-mêmes s'approprient des noms, hein. Et c'est devenu les frères Taloche, qu'une paire n'était pas nécessaire. Et l'aventure a commencé comme ça. Et cette condition de mon frère dit, moi je veux bien faire du business avec toi, mais je garde le mien. Ben, en fait, le duo, on a eu cette chance inouïe. Je pense que ça a plu aux gens de voir deux frères qui s'entendent bien. Dans nos premiers sketchs, il y avait le fameux Jean Coré-Vedel qui a fait beaucoup. Et en fait, l'entreprise du duo a vraiment démarré très vite, puisque dans nos métiers, on rame. Et c'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend. Ben, en fait, nous, ça a été progressif, mais on n'a jamais ramé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de « oh là là, il n'y a personne dans le... » Ce sketch nous a vite fait évoluer. Donc mon frère a un peu arrêté très vite son entreprise solo pour se consacrer au duo, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une évidence qu'on n'a pas vue. Justement, là, il n'y a pas eu de plan de marketing du tout à la base. C'est qu'on dit, vous avez bien quand même calculé, vous êtes dans le burlesque, il n'y a pas beaucoup de burlesque, vous êtes deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Eh bien, nous, on doit avouer, on était oui. Nous, on n'a rien calculé du tout. On a travaillé à l'instinct de se dire, qu'est-ce qui nous fait marrer? On a envie de faire tel genre de sketch. Et le truc qu'on n'a pas travaillé, et heureusement, c'est le fait qu'on soit frères, qu'on soit visiblement complices, complémentaires, et d'avoir un jeu un peu comme le clown blanc et l'Auguste, etc. Mais tout ça, vraiment, n'a jamais été calculé, ni marketé, ni préparé. Alors que la nouvelle génération des humoristes de 2024, ils pensent beaucoup plus. C'est pas qu'on était stupide ou con, c'est qu'on avait envie de ça, on avait envie de faire quelque chose. Donc il n'y a pas eu une vraie démarche marketing ni de recherche, quoi. Il y a eu un vrai naturel. Et je crois que c'est ça que les gens ont remarqué chez nous. Non, c'est clair. Et puis, on va parler justement de cette nouvelle génération d'entrepreneurs de l'humour, qui a certainement une autre façon de voir les choses que toi, que ton frère. Donc, vous commencez ce duo, vous vous associez quelque part. Hein, voilà. Complètement. Mais comment est-ce que vous vous répartissez un peu les rôles? Et tu vas vite voir où je veux en venir, parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance de vous suivre depuis tout petit. Oui. Parce qu'on a des vieux comiques, c'est ça? Non, parce que tu es jeune. Voilà, exactement. Mais depuis tout petit. Oui. Et moi, j'aurais jamais cru, mais en fait, le plus maniaque et le plus strict et même un peu le plus sérieux des deux, en fait, c'est toi. Oui. Alors, en tout cas, c'est pareil, c'est de l'instinct. Le duo, puisqu'à l'époque, on n'a pas de société de production, etc. Le duo, donc la première entreprise, c'est le duo des frères Taloche. Il y a une répartition dans le travail qui est très claire, c'est qu'on a toujours écrit à deux. On n'a pas de co-auteur. Donc la répartition, on va dire 50-50. Alors il y en a un qui a une idée, on travaille comme ça. Donc là, on ne va pas parler artistique, mais en fait, l'apport, on va dire, dans la société, là, c'est tous les deux. Vraiment, c'est équitable. Il n'y a pas un qui écrit, parce qu'il y a d'autres duos, on sait qu'il y en a un qui écrit tout et l'autre qui joue. Non, nous, c'est équitable. Les rôles, très vite, la répartition sur scène aussi. Mais c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte, très tôt, parce je suis un peu maniaque, je le suis toujours, ou en tout cas, j'aime mieux le mot exigeant que le mot maniaque. Et donc, c'est vrai que moi, dans le duo, c'était moi qui voulais répéter encore une fois. La technique, lui, moi, j'allais vérifier chaque truc, parce que je voulais être sûr que de là, le son, on entend bien, etc. Ce qui n'était pas courant à l'époque d'un duo qui débute, d'avoir quelqu'un un peu comme ça. On m'appelait un peu casse-couille, je dirais exigeant, moi. Moi, ça me va, parce que De Funès, on lui a reproché la même chose aussi et tout. Mais oui, effectivement, les gens, et tu as raison de le souligner, les gens voient dans les frères Taloche, moi, je suis vraiment l'idiot. J'aurais pas dit ça, mais d'accord. Je suis le Laurel de Laurel et Hardy, donc putain, il n'arrête pas de faire des conneries. Et donc, j'ai un rôle un peu stupide, et plus il y a des grimaces, plus c'est pour moi. Donc, on n'imagine pas des deux, effectivement, que c'est lui qui va un peu exiger des trucs. Et donc, ouais, j'ai toujours été beaucoup... Il le dirait, hein, mon frère, s'il était là, j'ai toujours été beaucoup plus exigeant. Oui. C'est une nécessité pour, je veux dire, réussir ou soutenir dans le métier. Est-ce que tous les humoristes ou tous les entrepreneurs artistiques ont cette exigence-là? Une très bonne question. Je réfléchis, parce qu'évidemment, on est nombreux. Je dirais que, ouais, on parlait de François Pirette, c'est un gars extrêmement méticuleux. Jérémy Ferrari, de la nouvelle génération, c'est un fou furieux, mais fou furieux dans le bon sens. Il y en a qui ne le sont pas du tout et qui font que ils ont ce petit génie de talent qui fait que ça passe. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont exigeants. Je prends des exemples que je connais parfaitement bien, comme Virginie Hoc.
elle n'est pas sa productrice, etc. Mais dans son travail, c'est un boulot. Enfin, je veux dire, elle connaît ses textes au rasoir, c'est vrai. L'exigence paye, je pense. Moi, c'est ce que je crois. Et je continue à le croire. Et je pense que, sans mentir, une fois par semaine ou 4 fois par semaine, je pense à cette phrase de Brel qui m'aide beaucoup. Il y avait un interview sur Jacques Brel qui m'a toujours fasciné, ce type. On lui disait, mais on lui parlait de son talent, etc. Alors, ça l'énervait, mais il dit cette phrase, non, non, non. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Tout le reste, c'est du travail et de la sueur. Il dit, et moi, cette phrase m'a toujours marqué, parce que je pense qu'il diminuait peut-être son génie, mais en fait, c'est une phrase que j'explique à mes beaux enfants ou quoi, peu importe l'activité, mais ça n'a rien à voir avec l'artistique. Si tu as envie de faire un beau décor, tu te donnes le talent de le faire. Et je trouve que l'envie est un moteur. Et moi, ça m'a marqué. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a donné envie de faire plus que humoriste, quoi. Encore une fois, même chose que quand on monte un projet entrepreneurial, c'est l'exigence et l'envie qu'on veut en mettre. Et le travail, hein, c'est ça en fait. Enfin, je ne crois pas qu'il y a un entrepreneur qui va dire le contraire. Si on compte ses heures, c'est foutu. L'investissement personnel, l'investissement parfois familial, c'est énorme. Et Brel parlait de ça, où il s'est battu comme un âne, et il a travaillé comme un fou pour que ses chansons aient une écoute. Et je pense que s'il n'avait pas eu cette performance de travail, ça ne serait pas devenu Jacques Brel. Je suis très croyant de ça. Je crois à quelques génies qui sont en dilettante et que, oh mon Dieu, il y a un truc sur eux. Mais moi, j'en connais pas tellement. Je ne sais pas si toi, t'en connais, mais des génies qui sont un peu fainéants ou quoi, j'en ai pas beaucoup vu. Donc, je crois à ça. Non, tout à fait, tout à fait. Tiens, tu parles de Brel, Oui. tu as parlé de Funès, Oui. la comparaison. Oui. Il y a une autre facette aussi de la partie entrepreneuriale, c'est l'idée des mentors. Oui. Hein, quasiment tous les entrepreneurs ont un mentor. C'est pareil pour toi. Oui. Alors, bon, ici, on ne va pas parler d'Elon Musk Ça va différent. hein, Ouais, voilà, c'est un peu différent. Ouais. Toi, c'est plutôt les Monty Python, c'est Oui. plutôt DeVos, avec qui Raymond je DeVos, pense... qui était notre parrain, etc. Je dirais que le premier qui m'a... Alors j'avais 4 ans, hein, donc je ne pense pas que je le voyais comme un mentor, mais j'en ai 50 de plus maintenant. C'est Bourvil, puisque j'en suis même à faire un spectacle qui lui est dédié. C'est quelqu'un qui m'inspire, pas dans le domaine de l'entreprise, pour être franc, mais et ça rejoint quand même le monde de l'entreprise où les gens ont besoin parfois de se mettre au vert, de faire du team building en entreprise, de faire des activités hors. Eh ben moi, c'est mon yoga, j'appelle ça, c'est de faire un concert de Bourvil parce qu'il m'a nourri depuis tout petit. Donc je pense que c'est un mentor sur le... Voilà, c'est ça. Lui, c'est sur sa facilité de pouvoir faire rire et émouvoir en même temps. Alors que mon jeu de comique un peu hystérique vient beaucoup plus de Funès. De Funès, et s'il était là, il le dira, qui a influencé énormément le jeu de Benoît Poelvoort. Il avait dit qu'il devait énormément. On a tous des mentors. Moi, c'est vrai que Bourvil, de Funès, je lui ai pris beaucoup dans l'énergie. Les Monty Python, dans le côté, on n'a toujours pas compris ce qu'ils font, mais c'est drôle. J'adore ce côté... moi, j'adore un truc où tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est drôle. Ouais, et Laurel et Hardy, je pense qu'on s'en est pas servi. On n'a pas étudié, hein, mais on en a bouffé, comme j'appelle ça. Et donc, je pense que le duo s'est librement inspiré de rapports entre Laurel et Hardy. Ouais. Mais oui, je crois que tout le monde a un mentor. Enfin, ouais, c'est ça, je pense que c'est important, hein, à tout niveau. C'est tout autant nécessaire que quand on a un mentor en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est pareil. Source d'inspiration. Bien sûr, hein. Des modèles. Tout à fait. Vincent, est-ce qu'on se marre toujours quand on est entrepreneur du rire? Non. Non, la réponse est non. Non, non. Alors, de nouveau, je ne suis pas là du tout pour me plaindre. C'est un métier que j'adore, mais... Non, d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens qui me connaissent que en tant que frère Taloche, et en plus, on en a parlé avec ce rôle le plus marquant, le plus foufou, c'est moi, et ben, on voit qu'ils sont étonnés même de me voir normal. Je n'ai même pas dit sérieux. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent, je dis donc, je vous ai vu dans une file d'attente, vous n'êtes plus... Mais je dis, si je suis dans une file d'attente comme ça, je dis, vous me prenez pour un attardément. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, quand je suis normal, on dit que je suis très sérieux. Bon, mais après, non. Je me rends compte, depuis qu'on a mis le pied dans le développement de projets dont on va sûrement un petit peu parler, on ne rigole pas spécialement. Là, je fais des réunions, je ne sais pas combien par jour parfois, où on parle d'humour. On va créer un spectacle qui va faire rire des centaines, des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes.
mais ça reste très sérieux. Une séance de travail de comique, c'est pas toujours automatiquement rigolo. Donc non, mais c'est pas grave. En fait, je prends l'humour au sérieux, sans faire mauvais. L'humour est quelque chose que je prends au sérieux. Voilà. Oui, il paraît que c'est même plus facile de faire pleurer des spectateurs que d'en faire rigoler. C'était mon prof de théâtre qui disait ça. Oui, il n'a pas tort. Après, émouvoir, c'est ce que je parlais de Bourvil. Il arrive à faire les deux. Je pense à Michel Bouchna qui a toujours réussi à faire les deux. Mais je pense qu'effectivement, on peut plus facilement apprendre à émouvoir ou à dramatiser une situation que d'avoir une direction de pouvoir comique. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas du tout prétentieux de ma part, mais il y a un rythme, il y a une logique qui est différente. Et c'est pour ça que j'aime bien un peu avec ce que je fais avec Bourvil, d'un peu approcher des deux. Ouais. On va tout doucement transiter un peu dans ta vie. Transitons. On transite dans ta vie d'entrepreneur. Tu l'as cité juste avant. Il y a quand même d'autres très gros projets là, que tu as mis en place avec ton frère, avec vos équipes, etc. Oui. Mais il y a le Festival du Rire, Oui. il y a la FBPH dont Oui. on va très certainement parler. Oui. Tout ça, c'est des entreprises à part entière, quoi. Oui, complètement. Il faut les monter de A à Z. Oui. C'est quoi les étapes quand on veut monter un truc comme le Festival du Rire ou quand on veut monter une fédération comme la Fédération des professionnels belges de l'humour? Oui. Les gens ont tendance à penser que ok, on est les frères Taloche, on appuie sur un bouton, les salles se remplissent et puis c'est bingo. C'est quoi la réalité de tout ça? La réalité est beaucoup plus dure que ça. Non, oui, bien sûr, quand les gens nous connaissent un peu, après, on n'est pas non plus des immenses vedettes, on est des gens populaires, les gens nous aiment bien. Alors quand on décide de créer un festival, je dirais oui, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, il y a des artistes qui viennent les premières fois parce que c'est nous et que la ville de Liège, parce qu'en l'occurrence, le Festival de Liège, voilà. Il y a une aide, mais après, c'est pas parce qu'on décide d'ouvrir une salle qu'elle va se remplir. De remplir une salle, c'est parfois un gros travail. De se dire, on va monter un festival. Ici, on prépare la 13e édition. Et mes meilleurs potes qui ne sont pas du tout de ce métier me disent, bah ça va, maintenant, ça roule un peu. Et j'aimerais leur dire, ben non, en fait. Parce que chaque année, il faut retrouver des sponsors. Chaque année, il faut convaincre les chaînes télé de mettre de l'argent pour le financement. Chaque année, il faut aller trouver des gros artistes pour attirer la foule. Chaque année, il faut trouver... Et en fait, non, on commet moins d'erreurs, mais je n'en reviens toujours pas de la somme de travail que c'est. Et donc, on nous prend parfois pour des fous, de se dire, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer? Mais c'est la passion d'entreprendre. Moi, je me suis rendu compte très tard que j'étais un entrepreneur. Oui, on me le disait, mais je ne comprenais pas, parce que pour moi, non. Mais en fait, si, mais tout ce que tu fais, c'est tu entreprends et tu montes. Je dis oui, c'est vrai. Donc, on va dire qu'il n'y a même pas 10 ans que je suis conscient d'être entrepreneur. Sur une carrière de 32 ans, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce que pour moi, ce n'était pas « Ah bon, oui, c'est vrai ». Maintenant, j'en suis conscient, et ça se travaille comme n'importe quelle entreprise. Notre produit, c'est le rire, donc c'est chouette. Mais honnêtement, pour beaucoup de points, je me rends compte, d'ailleurs grâce au Cercle, depuis que je suis membre du Cercle, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont absolument pas dans mon secteur, mais il y a plein de points communs. Les angoisses sont les mêmes, les problèmes comptables sont les mêmes, le problème de trouver du personnel. Et en fait, oui, mon produit c'est le rire, mais à peu de choses près, c'est les mêmes problèmes et le même développement qu'une autre entreprise. À peu de choses près. Oui, c'est ça, c'est quasiment la même chose. Oui. Alors, là où on reconnaît un peu les entrepreneurs dont tu fais partie, c'est finalement, je ne vais pas dire de capter les opportunités, oui, certes, c'en est un, mais c'est la capacité de répondre à un problème. Oui. Alors d'abord, à quel problème on répond quand on est professionnel de l'humour? C'est le divertissement, et puis tu vas voir que je vais parler d'autres choses, mais dans ce cas-ci, dans le cas plus général, on répond à quel problème quand on... C'est très vaste parce que comme j'ai plusieurs casquettes, je ne suis pas que producteur de spectacle, je suis artiste, je fais de la mise en scène. Donc sur le plus gros, on va dire, la plus grosse entreprise que j'ai à gérer, c'est le Festival du Rire de Liège, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de problèmes financiers. Je peux régler des problèmes artistiques, d'ego, de mise en scène. Donc là, on a quelque chose d'artistique, mais j'ai ma casquette de... C'est pour ça, le festival, je suis schizophrène, parce que je parle avec des artistes, qui soient connus, pas connus, comme collègues. Et 5 minutes après, je suis le producteur du festival avec mon frère. Et je pourrais avoir un autre discours. C'est particulier. Mais en fait, on a des problèmes de finances. Comment monter un festival? C'est quand même un budget d'1 million, le festival de Liège, pour le mois d'octobre. C'est très dur à le boucler, même après 13 ans.
c'est pas si simple. Donc, il y a à chaque fois l'angoisse d'aller convaincre des partenaires des chaînes. Il y a un problème financier. Il y a un problème, nous, qui est souvent, c'est que on n'a pas assez de personnel pour la charge de travail. On a des problèmes de dernière minute quand un artiste principal a loupé son avion. Comment gérer ce genre de crise? Voilà, des états de crise. Alors, de nouveau, on fait du divertissement, tu l'as dit tout à l'heure. Et honnêtement, j'essaie toujours de me dire, quand il y a vraiment des grosses emmerdes, on ne fait jamais que du divertissement. On ne soigne pas les gens, on ne sauve pas des vies. Voilà, le divertissement est important. Mais parfois, quand je vois que je prends à cœur un problème, etc., je me dis quand même, ouais, c'est du divertissement. J'essaye de le faire le mieux possible. Mais, donc, je pense qu'il y a plein de problèmes que les entrepreneurs rencontrent. Mais, ouais, si, j'allais dire peut-être pas avec les égos des artistes, mais moi, je me rends compte qu'on se fait une légende sur la gestion des artistes, alors que je pense que tu me confirmeras ça, dans le monde de l'entreprise, il y a autant d'égos à gérer. Oui. J'en suis sûr. Et donc maintenant, j'ai plus du tout de... Quand on me dit « Ah, les artistes, ça va être compliqué », je dis « Écoutez, moi, quand je vois parfois autour de moi des milieux qui n'ont rien avec l'artistique ou des cadres ou des patrons à un ego bien plus important qu'une vedette, je pense que c'est pour ça que je dis, je pense qu'on gère les mêmes problèmes. » Bien sûr. Et donc ça, c'est un peu on va dire les tracas du quotidien de Oui. l'entrepreneur du rire. Mais ce que je voulais dire aussi avec ma question, c'était plutôt l'entrepreneur, il va avoir tendance à identifier un problème dans la société Oui. et à venir y répondre. Ah oui. Et là, mais c'est pas grave, je fais la Oui. transition là-dessus, c'est que à un moment donné, toi, dans l'écosystème artistique, tu as repéré un problème et c'était pendant la crise sanitaire. Oui. Et Ah oui. tu commences à dire, OK, là, Oui. il faut Ah oui, réagir. oui, oui. Et tu montes une fédération. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'historique de tout ça? Ah oui, oui, tout à fait. Tu as raison, c'est bien plus simple d'expliquer ça. Là, il y avait un vrai problème qui était, je trouve, important, qui était injuste. C'est un peu long à expliquer, mais je vais faire la version courte. Pendant la crise sanitaire, on s'est rendu compte que les artistes étaient à l'arrêt, qu'on était ces fameux non essentiels, etc. Bref, moi, je ne reviens pas là-dessus. Sauf que moi, je me suis rendu compte que les humoristes n'avaient reçu aucune aide. Et comme je n'étais pas le plus malheureux, je me rendais compte que comme j'ai toujours une tête de consultant bénévole, comme je dis, moi, tout le monde m'appelait, comme toujours. Et j'ai dit, je ne sais pas quoi vous dire, on est à l'arrêt. Et je me suis intéressé au problème. Et le problème qui était super important que j'ai identifié, et il faut une crise pour s'en rendre compte, hein, c'est qu'on n'était pas reconnu. Ça veut dire qu'un ministre m'avait dit, vous êtes hors radar. J'ai dit, pardon. Ben, en fait, effectivement, vous n'êtes repris dans aucune considération gouvernementale ou d'aide parce que l'humour n'existe pas officiellement. Et j'ai pris un temps, puisqu'on m'a obligé à rester chez moi en avril 2020, et que je suis un peu hyperactif, en tout cas j'aime bien faire des choses, j'ai commencé à à survoler tous les sites de la culture, etc., sur lesquels je n'avais jamais été. Je suis vraiment un privé, moi, je viens du privé à 100%, donc je découvrais des choses hallucinantes, mais surtout le fait que l'humour n'existait pas. Et moi, est sorti de mon cerveau de réparer cette injustice et de me dire, c'est pas normal en fait. On entend dire le mois de débat pendant le Covid que la santé mentale des gens, il faut rire, il faut se distraire. On est là, ça a été prouvé scientifiquement dans tous les pays du monde. Rire est un bien-être, est important pour la santé des gens. De plus en plus, on me le dit. Moi, je le sais depuis longtemps. Et là, on n'aide pas les gens, justement, qui peuvent provoquer ça. Et donc, je suis sorti du bois, comme j'ai dit à l'époque, pour créer ce qui allait devenir la FBPH, donc la Fédération belge des professionnels de l'humour, qui a eu comme vocation depuis le Covid à maintenant, de rendre au sein des décrets gouvernementaux, là ça devient un peu technique, la présence de l'humour. Et à l'heure où je te parle, c'est fait. C'est-à-dire que l'humour est reconnu officiellement par le ministère. J'ai fait des choses que je suis mécanicien auto, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et l'anecdote, c'est qu'on m'a demandé de participer à plein de réunions Zoom, hein, à l'époque, avec le cabinet de la ministre de la Culture, pour changer les décrets. Je me suis retrouvé avec des juristes, moi, je me suis dit, OK, il faut que je participe à ce truc-là. Là, je découvre le décalage entre le privé et le non-privé, pour être un peu plus... Et effectivement, on ne travaille pas de la même façon. Mais j'ai été à fond là-dedans. J'ai essayé, moi je ne suis pas juriste, je suis mécanicien auto. Hein. J'ai essayé de mettre des idées, parce que je connais mon secteur, voilà. Mon produit, je le connais. Et puis alors, c'était très drôle, parce qu'on était fatigués, puis il y a des juristes du ministère de la Culture qui me dit « Monsieur Vincent Counard, je tenais à vous féliciter pour le travail que vous avez apporté. » Je crois que j'étais fatigué, j'éclate de rire. Il me dit « Ah, ben, je vous fais rire. » Je dis « Ben, oui, parce que vous êtes un grand juriste, moi je suis mécanicien auto, et vous êtes en train de me dire que ce que vous auriez dû faire depuis des années,
c'est moi qui l'ai amené dans le décret, et moi je n'ai jamais fait ces études-là. Donc je dis, ma mère sera fière de moi, merci. Et puis on a sympathisé, mais c'est vrai que je pense, réparé à une injustice, et maintenant, non seulement on est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis maintenant des gens comme le monde de l'AWEX, WBI, etc., qui participent un petit peu à ça, nous confient, on va dire, des missions liées à l'humour, parce que tout le monde se rend compte que l'humour a explosé depuis 10 ans, et que les gens en ont besoin, et que c'est mon expertise, quoi, voilà. Et donc cette fédération, jamais j'aurais imaginé être président. Pour une fois que je suis président, je suis président bénévole, hein, pour l'anecdote, et il faut vraiment y croire quand je vois le nombre d'heures que je fais. Mais voilà, on m'a dit, tu as réussi à un truc qu'on ne pensait pas. Et donc voilà, ça c'est, tu es face à un problème, je me dis, mais soit je m'en fous, hein, de nouveau, je n'étais pas le plus malheureux, soit on se dit, mais avec mon passé, avec mon relationnel, j'ai jamais rien demandé aux hommes politiques. Je les connais, hein, parce que c'est un petit pays, on se connaît tous, mais j'ai jamais rien demandé. Et ils m'ont écouté, donc parfois on a tendance aussi à vite critiquer le monde politique. Moi, dans ce cas-là, je trouve qu'ils ont été à l'écoute. Et donc voilà, c'était très ambitieux comme entreprise, très très ambitieux. C'est marrant parce que là, tu parles d'un autre point aussi, c'est la négociation, quelque part. Ah oui. Alors bon, dans le cas que tu illustres ici, c'est plutôt entrer dans la réflexion, dans la discussion. La négociation, je dois en faire beaucoup. Voilà, eh bien, question peut-être un peu trash, mais je te la pose quand même, Vincent, c'est que on arrive à être pris au sérieux devant des dirigeants, qu'ils soient politiques, privés, etc., dans une négociation quand on est... Quand on a des frères Taloche, et celui qui fait le plus de grimaces, ouais. Eh ben oui, à un moment donné, parce que on me l'a déjà posé cette question. En fait, alors, parfois peut-être qu'ils se sont dit, mais c'est qui le comique qui veut des rendez-vous avec la mini, enfin, tu vois. Mais au bout du compte, très vite, quand je parle, je pense que c'est comme on se parle, je ne cherche pas à te faire rire, je ne cherche pas à faire des grimaces, etc. Mais la négociation, oui, oui, oui. Et ça, par exemple, je ne savais pas que ça allait me plaire. Négocier ? Oui. Au début, j'y allais. Par exemple, mon frère, il n'aime pas trop. Parce que les premières négociations que j'ai dû faire, c'est quoi? C'est d'être payé un peu plus quand tu fais une télé, un festival. On te dit, le producteur, ouais, mais c'est comme ça. Je dis, ouais, mais c'est pas très juste. Mais de nouveau, moi, j'étais tellement papa gendarme, l'éducation, l'honnêteté suprême et tout. Et j'ai commencé à me dire, ouais, mais j'ai un grand principe. Si tu poses pas de questions, tu sais pas. Donc moi qui ne demande rien n'a rien. Donc je demandais, mais je ne délirais jamais. Et puis j'ai commencé avec le festival à avoir un rôle bien plus compliqué de négociateur, c'est de négocier des cachets d'artistes qui disent on peut venir, ben voilà le prix, leur producteur. Là, parfois tu dis c'est une faute. Et j'ai une anecdote géniale là-dessus, parce que ça va parler à tous les entrepreneurs qui doivent parfois négocier. On en a ri parce qu'on se connaît bien. En 2014, il y a Gad Elmaleh, qui est venu d'ailleurs chez nous il n'y a pas longtemps, qui faisait un peu son retour, et j'essaye de l'avoir. Je vais le voir en tournée de rodage, et il me dit, bah oui, écoute les frères, bien sûr, Festival de Liège, pas de problème, mais vois avec mon producteur, que je ne nommerai pas, avec un grand producteur parisien qui n'est plus maintenant, très très grand producteur, et qui dit, bah oui, écrivez-moi un mail, il me voit, écrivez-moi un mail. Et il dit, oui, mais Gad, il m'a dit qu'il ne voulait pas faire une grande salle comme un forum, des petites salles. Bon, Gad, je trouve un peu con, mais bon, ouais, ok, il veut. Et moi, je dis, ben voilà, je lui écris évidemment le lendemain, hein, j'ai un grand producteur, j'aimerais d'avoir Gad. Donc, comme n'importe quel entrepreneur, j'attaque. Et donc, je lui dis, suite à notre discussion, vous m'avez demandé, parce qu'il était malin, vous m'avez demandé de faire une offre. Déjà, c'est rare que ça se fasse dans mon métier. Ils ont appris les spectacles. Ils me demandent de faire une offre pour Gad Elmaleh. Et dans une salle de 400-500. Alors que je dis, bref, qu'est-ce que je... C'est nul, quoi, parce que d'abord, on pourrait faire une plus grande salle, mais je dis à mon frère, j'y vais, quoi. Et je dis, cher monsieur, je commence par, je pense que vous avez juste, si je peux me permettre, fait une petite erreur dans votre email. Ce n'est pas le jeudi 12, mais le mercredi 11. C'est un détail. Il s'est trompé de date. Mais c'est important ce que j'ai écrit. Vous vous êtes trompé de date, et voici le prix que je vous propose pour Gad, ce truc-là. Il me répond une heure après, cher Vincent, effectivement, j'ai fait une erreur dans la date. Je pense que de votre côté, vous avez fait une erreur dans le chiffre que vous me proposez. J'ai trouvé ça super classe. Je pense qu'il doit manquer un zéro. On parle quand même de Gad Elmaleh. Et là, j'ai trouvé ça, j'ai ri parce que, et depuis, je lui ai une fois dit à ce monsieur, j'ai repris votre truc. Quand je reçois des propositions de jeunes que je connais à peine qui sont chers, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de frappe dans votre email? Je pense qu'il y a un chiffre de trop. Et ça m'a servi. Et là, on doit négocier. Mais on négocie avec un très gros producteur et on parle d'un très gros artiste. Et là, je me suis rendu compte, ce n'est pas à moi de le faire dans un festival. Il y a des directeurs de prod, etc.
Et plutôt que de laisser ça, non pas par orgueil ou pour ne pas payer un truc, je me suis dit, le fait que je sois Vincent Taloche, les producteurs, je reste un artiste, ils savent que je connais leurs artistes, ils vont pas me dire n'importe quoi. Le réseau. Le réseau. Et donc je me suis dit, ils peuvent pas se foutre de ma gueule. Ils savent que... Et donc c'est une force. Mais au début, j'y allais vraiment me dire, on n'a pas le choix. J'ai pris ça un peu comme un jeu. Comme un jeu. Et parfois tu dis, lui, il essaye. Et il a raison. Sauf que moi, ce sera non. Et puis pareil, tu dis, là, tu négocies pas. Non, parce que je pense qu'il n'a pas réalisé qu'il va remplir très vite, donc on prend. Mais parfois, on se loupe, hein, comme n'importe quel chef d'entreprise. Ah, on a mal négocié. Cet artiste n'a pas du tout marché comme on croyait. Et lui, j'ai rien vu venir, il a rempli. Et ça arrive chaque année. Mais de négocier, les chaînes télé, je négocie avec des chaînes françaises moi-même. Ça, je crois que je vais arrêter parce que ça devient de plus en plus technique, de plus en plus pointu, de plus en plus juridique. Mais je me suis dit, j'ai un répondant parce qu'ils savent qui je suis. Et ils me considèrent, tant que je reste artiste sur scène, il y aura toujours cette force. Parce qu'ils savent que, voilà, pour les artistes, je suis un collègue, et pour eux, c'est ouais, mais enfin, voilà. Mais la négociation, c'est tous les jours, en fait, presque. Il y a quelque chose à... Ouais, c'est pas toujours de l'argent, mais de négocier. Les chaînes télé ne veulent plus laisser des droits pour les réseaux sociaux, voilà. Il y a un avocat, un juriste dont c'est le métier, mais ils me disent, oh, on fait du ping-pong, et puis ils me disent, ça bloque, il ne veut rien lâcher. Et il me dit, est-ce que tu n'interviens pas? Ah, je dis, putain, les gars, vous êtes chiants, quoi. Mais oui, mais là, soit c'est comme ça, c'est déjà pas mal, mais il bloque sur une connerie, et je pense que si c'est toi, et effectivement, je viens et je fais de mon mieux comme un commercial. Je dis, écoute, je suis un peu surpris qu'on laisse cet article, ça va me bloquer. Et parfois, ils disent, ouais, mais Vincent, non. Et parfois, ouais, allez, ouais, c'est vrai qu'on vous adore, il n'y a jamais de coup fourreux. Et je dois parfois intervenir après des gens qui sont bien plus qualifiés que moi. Mais ça m'amuse un peu, oui. Mais c'est exactement la même chose qu'en entreprise, en fait. C'est ça que plus on se parle et plus les gens nous écoutent, ils vont se rendre compte que c'est bizarre de parler de produits sur le rire, mais c'est pour qu'on comprenne. C'est une entreprise dont le produit, c'est le rire. Alors, c'est chouette parce que c'est plaisant comme produit. Mais c'est ça. Et donc, tout le reste se travaille. Et de nouveau, moi, comme j'ai eu aucune formation, je suis vraiment autodidacte. Donc, j'apprends tous les jours. J'apprends en te parlant, j'apprends en voyant des entreprises, j'apprends parce que j'ai fait 3 boulettes, une connerie. Et puis, ah, là, j'ai été doué, je ne savais pas que c'est... Voilà, j'apprends. Et j'aime ça. J'aime ça. Raymond DeVos nous disait quelque chose qui me sert aussi, et je trouve qu'il peut servir à chaque entrepreneur. On a eu la chance d'être parrainé et produit par Raymond DeVos, le dernier grand monstre des musicaux. On l'a côtoyé beaucoup jusqu'à son décès. C'était quelqu'un comme les plus grands. Hein. Les plus grands que j'ai rencontrés, même à ce niveau de ça, c'est les gens les plus humbles. Ça m'a toujours marqué. Les plus grands artistes sont d'une humilité terrible. Et Raymond était quelqu'un de... Mais bon, on était avec lui, on l'appelait Raymond, mais on le voyait, et notre duo n'était pas tout récent, mais il n'était pas très vieux. On lui dit, mais Raymond, vous n'avez pas un conseil à nous donner en tant que jeune artiste, dans l'absolu. Et il nous a dit un truc qui m'a marqué parce que c'était sincère. Il m'a dit, j'ai pas de conseil à vous donner, j'ai encore tellement à apprendre. 80 ballets, le gars. Et il prenait des cours de harpe à 80 ballets parce qu'il trouvait qu'il jouait pas bien. Eh bien, c'est une leçon. C'était pas de vous dire, ah oui, vous pourriez changer ça ou ça. Il dit, j'ai encore tellement à apprendre moi-même. Et quand j'ai vu que c'était pas une vanne, parce que sinon c'est une vanne, et voilà, ça me sert. Ça me sert comme la phrase de Brel. Régulièrement, j'ai cette histoire de Raymond qui me disait, et j'ai encore à apprendre. Donc je ne me dis pas, on a fait 12 festivals, maintenant c'est bon. C'est non, qu'est-ce qu'on peut encore, voilà. Et j'apprends, et je trouve ça passionnant. Et je pense que chaque entrepreneur a soif d'apprendre. C'est impossible pour moi autrement. Enfin, j'y crois pas. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, dans ta carrière d'entrepreneur, tu as, on va dire, fait une diversification de services, une diversification de produits, mais tu es devenu producteur alors que tu aurais très bien pu continuer à faire de la scène, être artiste. Finalement, tu joues un peu avec la double casquette. C'est quoi le déclic? Pourquoi tu t'es dit un jour, et je pense que ton frère l'est aussi, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs, est-ce que vous n'êtes pas d'ailleurs producteur chacun de vos propres artistes aussi un petit peu? C'est un petit peu différent. Je vais juste expliquer un petit peu parce que ça, c'est toujours confus pour les gens. Il y a producteur et manager. Et mon frère, et les gens croient que c'est la même chose. Produire, c'est ce que je fais avec Virginie Hoc depuis longtemps, et ça va parler à chaque entrepreneur, c'est investir. Ok. Investir, alors maintenant on va se dire oui, mais enfin c'est Virginie Hoc, mais quand il y a 20 ans, elle était inconnue, j'ai dû investir sur... Moi j'étais artisan, hein, tout seul, sans employé, j'ai investi sur Virginie Hoc, parce que j'y croyais, je pense que je ne me suis pas trompé. J'y croyais vraiment,
Elle démarrait, elle jouait dans les salles de vin. J'ai investi les sous-sous que j'avais grâce aux frères Taloche sur sa première salle à Paris. Mais Paris, tout coûte cher, c'est des fous furieux. Une campagne d'affichage qui ressemble à rien, c'est 30 000 € une semaine. Enfin, ils sont fous. Mais c'était un risque. Et moi, je dis toujours, produire, on en revient à l'entreprise, c'est un risque. Et moi, si elle se plantait, à l'époque, je crois que je perdais quand même 200 000 €, quoi, ce qui n'est pas rien pour un petit artisan. Et ça, c'est prendre un risque. Et quand je produis son dernier spectacle, le risque est peut-être limité, mais les coûts sont plus, enfin, les salles sont plus chères. Donc, production, j'en ai fait, je produis toujours les frères Taloche, et mon frère est manager. Ça veut dire que mon frère s'occupe de Freddy Tougo, de Fabien Lecastel, par exemple, l'imitateur. Lui, il m'a toujours dit, moi, j'ai vu les risques que tu prenais pour Virginie et sur des trucs, et parfois tu perds. Hein. Moi, j'ai perdu sur des autres artistes ou des spectacles. Il dit, moi, je ne veux pas prendre des risques pareils. Et donc, lui, il est manager. Ça veut dire que c'est un peu plus à l'ancienne. Ça veut dire qu'il va s'occuper des relations de Fabien Lecastel quand quelqu'un va acheter son spectacle. Et donc, souvent, maintenant, ils sont payés alors, dans ces cas-là, en commission. Mais il ne produit pas. Et c'est pour ça que souvent, on me dit, ouais, je te présente mon producteur. Je respecte tellement le métier de producteur que les artistes, mais eux-mêmes, parfois, ne réalisent pas le risque qu'ils prennent, que c'est casse-gueule, quoi. Quand on me dit tu pourrais produire un truc, oui, mais si ça se passe mal, c'est très vite que je perds de l'argent. Si ça se passe bien, on peut en gagner. Et donc oui, je suis devenu producteur parce que très vite, quand on faisait notre date, j'ai très vite perçu ce qu'il fallait faire pour que ce soit mieux. Je ne parle pas du spectacle, l'organisation. Et donc comme j'ai toujours bien aimé organiser, même jeune, je me suis dit, c'est quand même dingue quoi, qu'ils n'aient pas... Oui, c'est quand même dingue. Et du coup, c'est dans ma tête. Je dis à mon frère, mais on va arrêter avec lui. Je crois que je vais reprendre moi-même le truc. Et avec mon frère, on s'est dit, oui, tu as raison, on sera indépendant. Et on a eu une soif d'indépendance, de se dire, on n'a de compte à rendre à personne, ni à un producteur. On a eu des producteurs parisiens, on a eu des managers. Et là, on s'est très vite dit, ouais, on va s'autoproduire. Et ça, je donne parfois, pas des cours, mais pas des masterclass très prétentieux, mais on va parler d'un atelier. Dans ma fédération, j'ai donné une fois ou deux pour ceux qui veulent se lancer. Comme ça, ils comprennent ce que c'est. C'est génial de l'être, mais voici les risques, quoi. Et tous les artistes ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Virginie ne l'est pas. Raymond DeVos ne l'était surtout pas. Il n'avait aucune volonté ni aucune notion de l'argent. Il détestait parler logistique. Il voulait écrire et jouer. Mais moi, j'ai eu le malheur de vouloir faire un peu tout. Et alors, tu as expliqué le business model d'un manager. Oui. Généralement, ils sont payés à commission, etc. C'est quoi le business model d'un producteur? Est-ce que c'est comme un investisseur? Genre, je mets de l'argent sur la table et puis l'entreprise tourne et je récolte les dividendes. C'est la même chose? Oui. Bah, par exemple, dans le cinéma, tu peux avoir des producteurs qui nomment un producteur exécutif et qui prennent le risque dans le film de se dire, bah voilà, moi j'y crois. Alors, cinéma, on parle d'autres niveaux. Mais il y a des gens qui ont revendu, moi j'ai vu, même dans mon business, j'ai vu des gens revendre leur maison et tout, parce qu'ils avaient cru à un spectacle, ça n'a pas pris et ça peut vite... oui, c'est vraiment ça. Hein. Le producteur, c'est un investisseur. L'avantage de ce que je fais, c'est qu'il y a un vrai rapport humain, on croit... Là, c'est compliqué de parler de produit, mais ça en est un. On croit à ce spectacle et cet artiste, et on se dit comment est-ce qu'on peut lui donner tous les outils en main pour que ça décolle, comme un autre produit. Il y a beaucoup de similitudes. Ah bah, oui, effectivement. C'est un peu pour ça que je voulais absolument t'inviter pour qu'on parle de tout ça. Est-ce que la vie business est plus facile quand on est connu? Ah, quelle bonne question. Ben, j'aurais tendance à dire oui. Le fait que, en tout cas en Belgique, on me reconnaît vite, je pense que je vais vite avoir une attention. Donc oui, je réfléchis en te répondant, mais oui, je pense que oui, c'est une facilité que les gens sachent qui je suis. Il n'y a rien qui se traîne dans notre dos. On n'a pas de cadavre dans les placards, on a vraiment planté personne. Des petits cas, oui. On va aller voir dans le placard pour être sûr. Mais on a, enfin, jusqu'à preuve du contraire, on a planté personne, au contraire, on a toujours assumé tout. Ça nous fait une bonne publicité dans notre métier et ailleurs. Mais le fait d'arriver, de parler avec un futur sponsor, et Dieu sait que si c'est compliqué d'aller trouver le monde politique, d'aller trouver un bourgmestre ou quoi, ce serait mentir de se dire, nous on arrive.
Oui, il y a une attention, une écoute qui va être plus facile parce qu'on est les frères Taloche. Et même ceux je dis toujours, même ceux qui n'aiment pas notre humour, parce que voilà, c'est comme dans la musique, on peut ne pas du tout aimer ce qu'on fait, j'ai aucun problème avec ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont pas spécialement fans de notre travail, mais qui sont très respectueux de notre qualité d'entrepreneur, quoi. Et ça, c'est après qu'on dit, oui, pour être franc, moi je ne suis pas dingue de vos sketchs. Je dis, mais tout va bien. Moi, on a cette chance de ne pas avoir un ego démesuré. C'est logique. Mais il dit, mais je trouve fabuleux ce que vous faites avec ceci, cela. Donc, ouais, ça aide, hein, ça aide. Mais alors, ça aide à, on va dire, mettre le pied dans la porte, Oui. avoir l'écoute. Oui. Par contre, est-ce que tu dirais que quand c'est non, bah, c'est non, même si vous vous appelez les frères Taloche, ou tu crois que quand même, ouais, ok, parce qu'il y a un non, allez, d'accord, c'est oui. Non. Et ce que tu dis là vient de me faire penser, et ça va répondre à ta question. Il y a 15 jours, enfin il y a pas longtemps, on a mangé avec Gad Elmaleh parce maintenant c'est fait, c'est officiel, on peut le dire. Il a l'ambition et c'est fait, il vient de le lancer il y a 2 jours. Il va créer un festival du rire à Nice avec Grégoire Fureur qui a créé Mon Truc Comédie, avec qui maintenant on est associé. Et Grégoire Fureur, donc qui fait des festivals partout dans le monde depuis 30 ans, lui a dit ceci. Il dit, mais tu sais Gad, tu vas à un moment donné devoir toi-même aller voir des politiques. Et c'était terrible, il lui a dit, est-ce que tu es prêt à entendre un non? Parce que toi, personne ne te dit non depuis 30 ans. En tant qu'artiste, etc., on lui dit non à rien. Et là, et donc, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, Gad Elmaleh va devoir aller trouver ou un maire ou un sponsor. Je sens peut-être bien que ça. Il me dit, vous faites ça? Je dis, putain, on fait que ça, nous. Ah ouais, mais c'est pas mon truc. Je dis, ah, tu vas devoir y aller, c'est impossible. Et on lui a dit à côté, est-ce que tu es prêt à entendre des noms? Donc ça me rassure un peu, parce qu'il ne faut pas croire aux Citaloches ou même on nous dit non, mais je préfère, ce qui je trouve très compliqué, c'est de convaincre des partenaires qui ne répondent pas, c'est fuyant, on n'a pas de réponse. Dans le milieu du business, je trouve que c'est parfois même pire que dans le milieu du spectacle, je trouve. Donc en fait, ce n'est pas parce que j'arrive avec même le projet sympa qu'on va dire oui. Non, non, je dois vraiment me battre comme n'importe quel entrepreneur. Oui, c'est ça. J'ai peut-être une écoute, une attention plus directe. Est-ce que, parce que j'ai fait rire leur fils, ils vont me dire oui à un sponsoring? Pas du tout. Ça, la première année du festival, j'ai compris que ça allait être difficile. Parce que je crois qu'on était naïfs. On s'est dit, mais on a un super projet, un peu connu, on amène un truc. Ah oui, votre idée est super. Vous nous accompagnez en sponsoring. Cette année, ça va être compliqué, etc. Et j'ai vécu ça tellement souvent que je me dis, ouais, en fait, c'est un parcours du combattant. Et c'est pas normal, hein, mais ça, taloche, pas taloche, je ne ferai pas plier une décision sur le nom. Je pense que c'est le produit qui va convaincre. Et quand les gens viennent dire, ah putain, c'était un chouette spectacle et tout, ok, je vous l'avais dit. Mais voilà. Mais oui, on doit convaincre. Hein. Oui, on doit convaincre. Et je comprends qu'un Gad Elmaleh, qui n'a jamais dû faire ça, il n'a jamais dû convaincre, sauf ça. J'ai bien vu qu'il regardait et qu'il me disait, ah ouais. Et je me suis dit, mais tu sais même pas dans quoi tu mets les pieds. Ça peut être passionnant, mais tu te rends pas compte. Ça va être compliqué. Il ne faut pas croire parce que tu t'appelles Gad qu'il va dire combien veux-tu. Hein. Donc voilà. Oui, ça va dépendre en fait de la casquette que tu as quand tu vas aller voir la personne, le sponsor, le partenaire. Je pense qu'ils oublient très. C'est vrai que c'est. En tout cas, ou alors ils ne me le montrent pas. Ils oublient très vite le Vincent Taloche grimaçant rigolo. Je n'ai pas quelqu'un qui me regarde en souriant. Tu vois, ça peut arriver. Non, ils me prennent pour un entrepreneur, sûrement. Alors, j'arrive tout doucement à la fin de notre entretien, déjà, mais pour conclure un peu tout ça, ça fait 30 ans maintenant. 32 ans. Poup. Je voulais rajeunir le truc, mais tu as tout gâché. Non, tu essayes, tu es gentil. Donc ça fait 32 ans que tu es dans ce métier-là. Ouais. En 32 ans, il s'est passé des trucs dans la société et dans les technologies et autres incroyables. Comment est-ce que tu as vu finalement les modes de consommation de ton produit changer avec les années, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la fin, pas la fin, mais on va dire la réduction de la consommation des jeunes générations sur la télé classique, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu as vu comme évolution? Moi, j'ai une analyse assez précise de ça. On en parle d'ailleurs comme dans ma fédération, on est 170 membres, on est beaucoup. Donc ceux qui débutent et des gens qui... Voilà. Il y a beaucoup d'évolutions. Ça veut dire que, pour ne pas aller dans trop de détails, je dirais qu'à notre époque,
ou même un peu avant, les années 70, 80, oui, 90 aussi, pour vendre le produit que nous étions, il fallait faire de la télé. C'était presque indispensable. Ou de la radio, sauf que nous, on n'avait pas un truc... Mais les médias, on va dire les médias qu'on appelle maintenant traditionnels, qui n'étaient pas traditionnels à l'époque, qui étaient très puissants. La télé était ultra puissante dans les années 60-70, très puissante dans les 80, un peu moins dans les années 90. La presse écrite avait encore un impact, sans être méchant. Sur notre métier, ça n'en a plus du tout maintenant, la presse écrite. Et ça, nous, pas qu'on se battait, mais on voyait la différence. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins d'humoristes. Et moi, ce que j'ai vu arriver, mais ça a été assez vite, hein, on va dire les 10 dernières années, c'est qu'effectivement, la chaîne YouTube, je me rappelle du début, on se disait, c'est quoi, enfin, quel est l'intérêt, putain. Ceux qui ont compris l'intérêt bien avant moi ont mis les pieds, et ceux qui étaient doués et qui ont mis le pied là-dedans sont devenus des youtubeurs super connus. Et moi, j'ai vu arriver ça, tu as tous les codes qui changent. Et ces gens s'en foutaient d'aller à la télé. Et là, à l'heure où je te parle, les artistes qui commencent à bien marcher, etc., utilisent quelque chose que nous n'avions pas, qui est une arme redoutable et qui n'a pas besoin de beaucoup de sous, c'est les médias, les TikTok, les Facebook, les Instagram, etc. Et je leur dis tout le temps, c'est un outil quand même terrible pour vous, parce que nous, à l'époque, il fallait trouver un plan pour la télé. Tu mettais des affiches qui te coûtaient une blinde. Ils veulent même plus d'affiches, les jeunes. Ça. Mais donc, je trouve qu'ils peuvent exercer ou commencer ce métier en investissant beaucoup moins, mais ils sont 10 fois plus nombreux. Et c'est un peu les chiffres. 10 fois plus d'humoristes. Il y a une évolution. Nous, on a vu ça vraiment. Et comme on a la chance, par le festival ou la Fédé, de ne pas être trop largué de ce qui se passe chez les plus jeunes, on a vu une évolution. Alors oui, on a une nostalgie, nous. Il y avait une insouciance chez nous que je ne retrouve pas, et je les plains. Je pense que c'est aussi l'époque. Tout fait que je trouve que les humoristes maintenant ont perdu un peu d'insouciance, de naïveté. Je trouve ça chouette. Il n'y en a plus. Par contre, ils ont une force puissante d'écriture pour déceler dans la société ce qui peut faire rire, et ils ont des outils terribles. Mais ce qui est un peu déroutant, c'est que même nous, avec un festival, on nous dit, vous connaissez un tel, jamais entendu parler, mais il vient de remplir 2000 places. Mais c'est qui? Avant, c'était impossible. Ceux qu'on connaissait, on les avait identifiés, tout le monde les connaissait, remplissaient les grandes salles. Maintenant, des grands noms ne remplissent plus des grandes salles, et des gens qui viennent de débarquer ont une explosion en 6 mois. Ça n'existait, mais ça a bouleversé notre métier. Mais pas dans un côté négatif, mais les codes ont totalement changé. C'est-à-dire que nous, on essaye de s'entourer de jeunes qui nous disent, tiens, il y a un tel, putain, mais c'est qui? Ils sortent de partout. Donc on va voir, tu dis, ah ouais, mais tu vois, ma fille ne jure que par lui et tout. Ok, on le teste, on va le mettre dans une salle de 400. Normalement, il y a 7 ans, on l'aurait mis dans une salle de 100. Ah oui, parce que c'était à l'ancienne, bouche-oreille. Et ici, oh putain, on a rempli ces salles de 400 en 2 jours. Je ne connaissais pas le nom du gars. Mais est-ce que dans 2 ans, il sera encore là? J'ai plus aucune idée. Et donc avec mon frère, on se dit, on n'a pas les codes suffisamment, sinon on serait les rois du pétrole. Mais on essaye de se dire, tous ces paramètres influencent tellement nos métiers, et les gens consomment. L'humour est partout, on en parlait, les gens en ont besoin. Et le fait qu'on ait un téléphone greffé sur nos mains, on consomme, les jeunes consomment beaucoup de sortes d'humour, et ils vont, contrairement à ce que je croyais, moi je croyais avec le Covid que ça allait un peu tuer l'envie d'aller dans des salles. On était nombreux à penser, ça pue avec le Covid, parce qu'on s'habitue à regarder Netflix, des spectacles d'humour sur les plateformes. Eh bien, pas du tout. Quand on a pu redémarrer nos métiers, la bonne et grande surprise, c'est que les salles se sont remplies. Et particulièrement dans l'humour, plus que dans le théâtre et même les concerts. On s'est rendu compte que les billetteries, les gens comme la FNAC en France, etc., disent ça devient une des principales ventes de billets. Sur la première marche du podium, ça devient l'humour. C'était inconcevable il y a 15 ans. Inconcevable. Il se passe quelque chose. Donc les jeunes, ou les moins jeunes, même s'ils regardent, ils vont aller découvrir un artiste dans une salle. Et ça me rassure. Le défaut de ce truc, c'est que certains ne sont pas du tout prêts. Parce que vous pouvez être excellent, majestueux sur un réseau avec une petite capsule. Le métier de la scène, ça fait vieux con, mais c'est ça, c'est un autre métier. Ça s'apprend, tenir 1h30 sur scène, savoir bouger sur scène. Et là, je vois c'est rempli, on est content, le producteur est content, la salle est remplie. Et l'artiste se dit, c'est pas prêt en fait. Là, c'est dommage. Parce que, et ça, c'est le danger. Ça arrivait beaucoup moins avant. Il y a un vrai danger avec ça. Et notre boulot, c'est de se dire,
Est-ce qu'on ne vise que la rentabilité du produit en disant ouais, c'est pas bien, mais regarde, c'est plein? Ça peut, hein. Et nous, on a quand même ce truc, on va attendre, on le prend l'année prochaine. Et j'ai même des producteurs de ces artistes qui disent ouais, tu devrais le prendre cette année parce que l'année prochaine, je ne sais pas combien il fera. C'est-à-dire qu'ils n'y croient même pas. Ils ont acheté le truc en disant vas-y, fais-le maintenant, te le disent. C'est quand même des gens qui s'occupent d'un être humain. Parce qu'il dit l'année prochaine, je ne sais pas, tu sais. Et ça, c'est juste. Voilà. Et on en parle avec Gad. Si Gad est la même vedette après 30 ans ou des Foresti, toi, des noms comme ça, il y a aussi que c'est pas simplement parce qu'ils sont rigolos sur les réseaux. C'est que tu vas voir un spectacle, ah ouais, putain. Voilà. Et ça, nous, c'est là le gros danger de l'évolution. Il y a les évolutions dans les consommations, tu as dit dans les profils plutôt d'artistes maintenant. Je reviens un peu sur le début de l'interview où tu disais maintenant ils pensent au marketing, nous on n'y pensait pas. Tu avais dit dans une interview, finalement, nous à notre époque, notre rêve c'était pas d'être connu, c'était juste d'en vivre et aujourd'hui, certains, pas tous heureusement, mais certains pensent d'abord à être connus avant d'essayer d'en vivre, quoi. Ça c'est très surprenant. C'est vrai que nous, et c'est vrai, je me rappelle tellement de nos discussions. Nous, notre rêve, c'était de pouvoir faire ce métier, d'éventuellement en vivre, que mon frère arrête l'enseignement et moi le... Non mais, on en rigole maintenant, mais quand mon frère a arrêté, il avait droit à ce qu'on appelle dans l'enseignement une pause carrière. Moi, j'étais dans le privé, bon, j'avais 22 ans, d'accord, mais j'arrêtais en se disant, est-ce que ça va marcher? Mais notre rêve, c'était vraiment pas d'être connu, tant mieux, on est devenu un peu connu, c'était de faire ce métier. Et c'est vrai que dans les jeunes, et comme tu l'as souligné, pas tous, ce serait ridicule, je sens, et ça c'est la grosse influence de tout ce qui est arrivé dans les téléréalités, etc., les réseaux, les influenceurs, enfin bon, il y a des trucs qui me dépassent, c'est-à-dire que le seul talent de ces gens, c'est de vouloir être connu. Et dans l'humour, je trouve ça dangereux. Mais il y a ça. C'est-à-dire que, peut-être qu'on était insouciants, mais je trouve ils calculent. Et de nouveau, hein, pas du tout une généralité, mais des trucs qui ne se voyaient pas, c'est qu'effectivement, ils travaillent. Il faut absolument que cette vanne soit là en amont, parce que si tu amorces ça comme ça, la communauté réagit mieux, ils calculent. Nous, on faisait des sketchs, est-ce que ça va être drôle? Ça paraît débile ce que je dis, mais on était dans le béaba, on veut que ce soit drôle. Eux, ils calculent. Et c'est un peu déroutant. Ou l'esprit, ça m'a marqué, il y a un esprit de compétition entre eux qui n'existait absolument pas de notre temps. Ça veut dire qu'ils te demandent, tiens, j'ai vu que vous aviez programmé l'année passée tel artiste, je ne veux pas citer de nom, c'est pas... Oui, il a fait combien ici? Je ne sais plus, moi. Ah ouais, je suis à 800, je suis à 800. Mais on s'en fout. Et il y a ça, où ils disent, moi l'année prochaine, ça, je vise ça. Un tel me dit, moi, je fais ce spectacle uniquement pour, dans les 3 ans, avoir César du meilleur espoir au cinéma. Je dis, pardon? Oui, voilà, je vise ça, je vise ça. Ou l'exemple de Kev Adams, que j'ai connu à 17 ans, qui était totalement inconnu. Alors lui c'est un entrepreneur. Putain, ça, c'est un jour, on peut le faire interviewer. Putain, lui, tout ce qu'il m'a dit à 17 ans, tu dis, mais ce type est fou. Il l'a fait. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il avait 17 ans. On m'a dit, tu veux t'occuper? Ça le fait toujours rire, quoi. On m'a dit, j'étais au Québec au festival, on me dit, il y a un jeune gars. Je dis, non, je ne sais pas qui c'est, Kev Adams. Il fait des dates en Belgique. Tu ne veux pas t'occuper de ces dates en Belgique? Fais des petites salles. Ouais, les gars, moi je ramais déjà, j'avais trop de trucs. Et j'ai dit non. Et chaque fois que Kev me voit, il me fait, t'as été con de dire non à cette époque-là. On aurait pu faire des... Parce qu'il a fait forêt et tout, après il a explosé. Mais ce type a, de la nouvelle génération, le plus grand don de l'entrepreneuriat. C'est un gars intelligent, qui a un sens des affaires redoutable. Et moi, à 17 ans, il m'a mis une claque dans ce raisonnement. Donc, il y a ça. Il y a des gens brillants. Hein. Je ne pense pas aussi que... Allez, tu disais, ils ont l'esprit de compétition. Est-ce qu'on ne l'a pas un peu créé aussi? Je veux dire, quand tu vois, on a eu des émissions comme On ne demande qu'à en rire, avec Ruquier et tout ça, c'était... Je trouvais ça génial parce que ça mettait en avant des jeunes artistes qui avaient besoin un peu... Des artistes dont tout le monde parle maintenant avec son film, il sort de là, Jérémy Ferrari sort de là bien aussi. Sûr. Moi, j'étais super fan, mais finalement, on a inculqué un peu aussi cet esprit de compétition, bien qu'ils s'entendaient bien, etc. Mais... La plupart s'entendent toujours très bien d'ailleurs, oui, tu as raison, peut-être que c'est influencé par ça. Après, tu sais, il existait dans les années 60 les radios crochets, même du temps de Bourvil que je connais, donc j'ai étudié. C'était des concours où ils commençaient une chanson, c'était pas drôle, on les faisait sortir. Donc tu avais quand même... Donc je crois que ça a toujours existé, mais moi ça me marque depuis quelques années, c'est de savoir combien a fait de recettes, combien a fait de... Jamais on a pensé ça. Mais ils y arrivent et ils sont talentueux. On parlait de Jérémy Ferrari.
c'est un putain de chef d'entreprise. Hein. C'est une bête de course qui a décidé de ne plus avoir de producteur, qui a dit les billetteries me font chier, je vais créer une moi-même. Il a créé sa propre billetterie. Il produit ses trucs dérivés. C'est lui le producteur de Laura Lone. Il investit dans un film. C'était un gars qui était doué comme auteur et tout, et il est devenu un sacré businessman, quoi. Donc et ça n'existait pas il y a 20 ans, tout ça, c'est sûr. Et là, et c'est bien, moi je trouve ça très bien. Et puis ils prennent des risques. Ah oui. Comme en entrepreneuriat. Quel risque on prend encore quand on est artiste connu, qu'on a un nom? Quand on a un nom, peut-être, oui, c'est ça. Un gars comme Jérémy Ferrari, qui aurait pu très bien dire, moi, je me produis, il investit sur les autres. Il pourrait, par exemple, quand il lance sa propre billetterie, moi, je n'ai pas vu sur Business.net, je me suis dit, waouh, ça, avec la puissance des billetteries françaises qui ne laissent pas de place aux autres, je trouve ça super dangereux. Et il n'a pas besoin de ça. C'est parce qu'il s'est dit, moi, il aime tout gérer. Il s'est dit, comment je vais faire? Et quand il s'est lancé là-dedans, je me rappelle, je lui ai dit, chapeau, hein, vraiment chapeau. Et là, avec quelqu'un qui lui a demandé, ils vont créer une école de l'humour à Avignon. Et donc, je lui dis, on s'est parlé il n'y a pas longtemps, dis donc, toi, t'arrêtes pas. Il me fait, c'est toi qui me dis ça, parce qu'il sait que je dis, ouais, mais là, il me dit, oui, mais bon, j'essaye d'être un peu entouré, maintenant, j'ai engagé. Mais c'est un vrai entrepreneur dans l'âme, oui. Et maintenant, il s'est dit, il serait génial de faire une école de l'humour où on donnerait des masterclass, etc. Et il s'est lancé dedans, quoi. Ouais. Ça, il y a de plus en plus dans l'humour des gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs. Ouais, de plus en plus. De plus en plus, et puis finalement, je crois que le mot de la conclusion, c'est que énormément, si pas tous, des artistes sont des entrepreneurs à part entière. Oui, mais ils ne le savent pas. Mais ils ne le savent pas, voilà. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, j'ai mis 10 ans à m'en rendre compte. Tout à fait. C'est mignon même, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entreprise avec tous les codes, avec des études de commerce et tout. Et moi, parfois, ou bien c'est ce qui me fait toujours rire, je ferai un sketch là-dessus, dans n'importe quelle réunion, que ce soit au cercle ou quoi, le nombre de mots anglais qu'on utilise, etc. Mais moi, je n'ai pas été formaté à ça. Donc, on doit chaque fois me l'expliquer. Je sais, après, je vois très bien ce que c'est. Mais ça me fait rire. Je toujours dit, il faut faire un sketch sur le mec qui parle bientôt plus français dans les réunions de business. C'est vrai, hein. Moi, je trouve que de plus en plus, je dis, il faudrait faire un sketch là-dessus. Mais moi, je pense que beaucoup d'humoristes sont entrepreneurs sans le savoir. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est un excellent mot de conclusion. Bon, on attend le sketch alors sur les réunions en anglais. En tout cas, les prochains, tous ceux qui regardent et qui vont se retrouver au cercle, ils vont avoir peur de me parler avec des mots anglais. Alors on leur fait signe, non, n'ayez pas peur, ne disputez pas. Voilà. Merci en tout cas Vincent d'avoir pris un peu de ton temps pour nous, de nous avoir partagé ces expériences, d'avoir fait le parallélisme finalement entre entrepreneuriat et le monde de l'art quelque part. En tout cas, j'espère qu'on a pu passer ce très beau message à toute la communauté. Écoute, je me suis très bien plu aussi. Voilà. On se revoit bientôt au Cercle de Wallonie. Oui, je suis un habitué. Voilà. Je suis un fidèle habitué maintenant. Et puis vous aussi, j'espère qu'on vous revoit bientôt au Cercle de Wallonie. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos canaux pour recevoir les notifications, les nouveaux épisodes qui arrivent, des entrepreneurs comme Vincent et comme d'autres qui font partie de notre communauté et qu'on est fiers de mettre en avant et de vous montrer un petit peu les coulisses de leur parcours et de ce qu'ils font au quotidien. D'ici là, portez-vous bien et puis à très vite. Merci Vincent. Merci à toi.